Bailleul, dans le nord. Du sommet de ce beffroi, la vue s'étend au mont de Flandre, tandis qu'un carillon de 35 cloches accompagne de ses airs traditionnels la vie quotidienne de la cité. Huit fois détruite tout au long de son histoire et à 95% pendant la Première Guerre mondiale, la ville a été soigneusement reconstruite sous la direction de l'architecte Louis-Marie Cordonnier pour devenir à la fois plus flamande encore et conforme aux exigences nouvelles de la modernité. Le style régionaliste y redonne toute sa place à la brique. Au sommet du clocher à bulbe avec double campanile, la fée sirène Mélusine, en girouette, se pavane dans les airs sur un trône restauré à la feuille d'or. Dans les fenêtres à petits carreaux se reflète le ciel changeant, où le vent est l'allié du soleil. La ville se souvient de l'écrivain Marguerite Yourcenar, qui elle-même se souvient, dans 3 de ses livres, avoir passé dans la région des moments heureux de son enfance. Cette maison bourgeoise flamande en briques et à pignon néo-baroque, frappée des armoiries de la ville, est un musée sous la forme d'un cabinet de collectionneur, celui du greffier de justice Benoît de Puitte. Ce passionné d'art flamand légua sa collection à la ville en 1859 et, par chance, les plus belles pièces survécurent au bombardement de 1918. Le musée, ouvert depuis 1861, fut inauguré en 1938. Aujourd'hui, il a imaginé de présenter son donateur en faisant parler sa réincarnation en la personne d'un comédien. Laissons-le nous accueillir. Entrez, mes amis, entrez. Ma gouvernante Virginie m'a annoncé votre visite. J'attends justement Alexis Bavkop, le célèbre peintre originaire de Cassel, qui vient terminer mon portrait. Et ce tableau est en quelque sorte l'aboutissement de toute ma vie. Je suis né à la fin de la Révolution, le 5 germinal de l'an 6. Autrement dit, le 25 mars 1798, ici même, à Bailleul. Ma jeunesse se passe sous le Premier Empire. Je fais mes études au collège de Bailleul, où je suis, d'après mes maîtres, un élève qui a des dispositions ordinaires, une conduite excellente et un caractère heureux. J'ai 17 ans, en 1815. La défaite de Napoléon Ier touche notre bonne ville qui est occupée par les armées étrangères. Nous avons beaucoup souffert. En 1827, je deviens un greffier de justice du canton nord-est de Bailleul. Pour cela, j'ai dû acheter ma charge comme cela devait se faire et obtenir un certificat de bonne moralité. C'est justement cette année-là que le roi Charles X vient à Bailleul. Il est acclamé avec un grand enthousiasme par tous les habitants. Je consacre le reste de mon temps à ma passion, collectionner des peintures, des sculptures, des céramiques, des cabinets flamands. En 1847, à l'âge de 49 ans, je décide de rédiger mon testament. Comme je n'ai pas de famille, je suis resté célibataire, et que je suis très attaché à ma ville natale, je lui fais don de l'essentiel de ma fortune, à charge pour elle de créer une académie de dessin, de peinture, d'architecture, de faire de ma maison un musée pour y exposer mes collections, et de faire dire annuellement une messe à mon intention. Le testament rédigé, l'esprit tranquille, je continue à rassembler des œuvres. Toutes ces œuvres, je vous invite à les découvrir dans les étages. Bonne visite. Ce cabinet de collectionneur contient une collection de cabinets, comme celui-ci, fabriqué à Anvers au XVIIe siècle, en chêne de la Baltique, ébène, écailles de tortue rougie et filets d'ivoire. Ou encore ce chef-d'œuvre flamand de la même époque, décoré de 14 sujets mythologiques peints à l'huile sur bois
dans un style inspiré de Rubens, illustrant les Métamorphoses d'Ovide et l'Iliade d'Homère. Ces cabinets d'écriture, jadis appelés des scribans, sont aussi des meubles à secret, des secrétaires, dont les nombreux tiroirs permettent de classer, mais aussi de cacher. Le cabinet peut devenir programme de l'écriture ou table des matières. Voici un cabinet en écaille, chêne, ébène, noyer, ivoire, laiton, fabriqué à Anvers au XVIIe siècle. De la même époque, mais italien, cabinet en ébène de Macassar, os et ivoire, un des 7 qui échappèrent aux destructions sur les 10 que possédait Benoît de Puit. Cette extraction de la pierre de folie par Henri Blesse illustre l'effrayante conception de la psychiatrie au XVe siècle. Une Vierge à l'étang d'Adrien Issenbrandt, 15e-16e siècle. Une adoration des mages, attribuée à Peter Bruegel le Jeune, 16e-17e siècle. Par Laurent Cadot, en 1838, ce portrait du donateur Louis-Henri Rance, une des 5 peintures rescapées parmi celles dont ce dernier fit don à la ville et qui furent perdues dans les destructions ou les pillages. Elles sont ici présentées sous forme de tableaux fantômes, à leur exact format, l'image étant remplacée par sa description. À l'intérieur de ce coffre en bois est conservée roulée la célèbre tapisserie des États de Flandre, œuvre emblématique de Guillaume Vernier, datant des années 1720, aujourd'hui en attente de restauration. Ce temple de la Sibylle à Tivoli est de Willem II van Nieuwland, XVIe siècle. Cette vache à la robe fantaisiste n'est pas de Niki de Saint-Phal, c'est une porcelaine de Delft du XVIIe siècle. Un exemple de dentelle au fuseau, une technique créée aux Pays-Bas, en Belgique et en Auvergne, encore pratiquée aujourd'hui par les dentelières de Bailleul. Autoportrait de Pharaon de Winter, né à Bailleul en 1849, le plus célèbre peintre issu de l'Académie de dessin Benoît de Puit, représentant notoire de l'école réaliste du Nord et portraitiste de talent. Le tableau est accroché à côté d'une autre œuvre de l'artiste, une scène de couvent, un de ses thèmes de prédilection, intitulé Le Dispensaire. Ambiance sereine, noble beauté des visages. Rôle essentiel des mains. Cette peinture est considérée comme une pièce maîtresse de ce musée si singulier, à l'échelle d'une demeure qui n'est pas celle d'un prince, mais celle d'un simple notable roturier, exemple du relais pris par la bourgeoisie à l'aristocratie dans l'histoire des arts, de l'art de vivre et du goût.